à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année 2025 dans mon émission d'Auteur à Auteur. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet d'un livre qui s'appelle La demeure des Mahorais. J'aurai certainement l'occasion de vous montrer quelques images avec son autrice, qui est mon invitée du jour, Siècle Vaelban, sans oublier l'illustratrice, mais je pense que Siècle nous en parlera un petit peu, de Anouk Faure, qui n'a malheureusement pas pu être présente pour cette interview. Et comme je vous le disais, on change un petit peu là de registre, parce que habituellement, je ne fais pas d'interview sur des contes et des histoires à message, mais je trouvais que pour démarrer l'année, ça pouvait être vraiment sympa d'échanger autour de ce conte qui nous emmène finalement dans des compréhensions aussi de la vie. Donc, je suis ravie d'accueillir Siècle Vaelban. Alors, j'ai pris quelques petites notes, mais Siècle pourra compléter sur sa présentation. Alors, je sais, Siècle, que tu aimes beaucoup les mécanismes de la créativité et les clés de la transformation intérieure, qu'on retrouve d'ailleurs voilà, en pointillé et parfois même en avant de scène. Et Anouk Faure est une artiste plasticienne et illustratrice pour Siècle, et ravie de t'accueillir dans mon émission d'Auteur à Auteur. Alors, merci beaucoup, Patricia. Ben, je suis ravie d'être là et de partager ce moment avec toi et puis avec nos auditeurs autour de ce projet de roman et puis plus vastement autour de ces questions un petit peu de mécanisme créatif, de transformation personnelle, voilà, effectivement, qui sont des sujets qui me tiennent beaucoup à cœur. Et en plus, je trouve qu'ils sont des sujets tout à fait d'actualité, parce qu'on sent bien qu'on vit une traversée, une transition. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans le livre. Il y a une vraie traversée, il y a une vraie transition. Alors, pour commencer, La demeure des Mahorel, qui est le titre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qui sont ces Mahorel? Alors, les morts eux-mêmes, je ne peux pas trop en parler car ce serait un gros spoiler sur l'histoire, mais effectivement, c'est un peuple qui est évoqué dans ce roman. Donc, ce roman se situe un petit peu entre le récit d'imaginaire et le conte philosophique. Et c'est un récit qui se passe dans un monde qui pourrait être notre Terre dans un futur alternatif où il n'y a plus de terre et seulement un immense océan et un immense ciel. Et des survivants vivent à bord de dirigeables villes ou à bord de radeaux villes. Et les Maorels font partie un petit peu, c'est un peuple passé sacré qui a disparu, qui fait partie des légendes. Les personnages de cette histoire sont en quête d'une île qui serait, paraît-il, la dernière maison, la dernière demeure des Maorels. Et on ne sait pas très bien qui est ce peuple et si cette île existe ou pas, ou si c'est un fantasme. Et finalement, l'histoire va être tournée aussi autour des contes, des récits du monde d'avant et de l'espérance des personnages qui sont dans ce monde un peu compliqué, puisque c'est un monde qui n'a plus de stabilité. On a juste de l'eau et des vagues qui bougent tout le temps et un ciel qui est aussi instable avec des vents assez violents. Et donc, ces personnages sont brinque-ballés dans ce monde-là et ils manquent vraiment de la stabilité d'une terre, finalement. Donc, qu'est-ce qui va les amener à partir en quête? Pourquoi ce peuple? Et comment on trouve du sens, finalement, dans un monde qui manque de stabilité? Voilà, c'est un petit peu les thématiques. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas envie de dévoiler un peu plus ce que sont les Mahorais. Alors, bon, dans le livre, bien évidemment, en lisant jusqu'au bout, on découvre ça, mais pour autant, ce que je trouve intéressant, c'est cette idée de ne pas avoir de stabilité, de ne pas avoir de terre, et d'avoir des peuples qui fonctionnent avec l'air et l'eau, en fait. Pourquoi avoir choisi ces deux éléments de la nature et avoir focalisé l'histoire sur l'air et l'eau? Je pense que, on pourrait être plusieurs raisons parce qu'il y a beaucoup de symbolique dans l'air et l'eau, évidemment. Mais c'est des éléments très fluctuants. Et ce qui m'intéressait d'abord, c'était l'absence de terre. Avant même le choix de l'air et l'eau, l'absence de stabilité. Ensuite, des humains n'auraient pas pu vivre dans un monde de feu, hein, si je reste dans l'élémental, tout simplement. Par contre, l'eau, on a vraiment une symbolique émotionnelle très forte avec l'eau, et l'air, on est plus peut-être dans du mental, mais on est dans des impalpables et des forces de la nature avec lesquelles
l'homme peut vivre en symbiose, enfin, on a tous besoin de boire de l'eau pour vivre et de respirer de l'oxygène, mais à un certain degré, ces forces-là peuvent aussi complètement nous dépasser et on peut se retrouver, voilà, un peu pris par la force de ces éléments-là, sans savoir comment s'en sortir. Donc, c'était intéressant d'avoir des peuples qui soient dans une instabilité, une absence donc de matérialité et du coup, les éléments qui s'y prêtaient très naturellement dans un monde dans lequel ils pouvaient néanmoins vivre ou survivre, c'était les vents et l'eau. Et puis, ça crée aussi, comme le vent ou le ciel, il peut avoir une esthétique, mais il va pas avoir de densité. Et l'eau, pareil, il peut avoir une esthétique et puis une densité occasionnelle avec des vagues. Mais il y a cette linéarité, il y a aussi cette ligne d'horizon, en fait, cette horizontalité mouvante, mais qui se présente. Donc, c'est un décor, on va dire, extrêmement intéressant pour parler de la quête, en fait, quand on a un horizon gigantesque avec un ciel infini, une mer infinie, pas de relief. Qu'est-ce que c'est finalement qui nous met en mouvement? Qu'est-ce qui nous meut de l'intérieur? Et comment on trouve le sens? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qui se passe si on se retrouvait, nous, dans un monde comme ça, avec juste de l'eau, une perspective, du ciel et rien d'autre? Mm. Et comment toi, si on fait le corollaire en sortant un petit peu de l'histoire de ces populations, euh, où est-ce que tu en es, toi, justement, dans le fait de trouver ce sens à ta vie? Est-ce que tu es passé par ces moments de quête où il y a que l'horizon, il n'y a plus de rails, il y a plus rien, en fait, qui était là pour te guider? Où est-ce que tu en es, justement, dans ce cheminement de quête avec ta propre histoire d'éveil, ta propre histoire d'âme? Ah, c'est une question tout à fait pertinente. Évidemment, on n'écrit pas des histoires un peu comme ça par hasard. Je pense que depuis que je suis très jeune, j'ai vraiment une recherche de quête de sens, d'essayer de se dire, mais en fait, qu'est-ce qui a le plus de sens? Qu'est-ce qui va venir nous habiter? Qu'est-ce qui va venir résonner avec le monde du vivant et nous empuissancer, en fait, dans notre part, dans cette connexion-là. Et pendant des années, je ne trouvais pas de réponse. J'avais l'impression d'évoluer un peu dans un décor en carton-pâte. C'était assez compliqué pour moi de trouver vraiment une direction. Et quand j'ai eu 23 ans, je faisais des études de philosophie à l'époque à Paris. J'ai terminé ma licence de philosophie et au lieu de poursuivre, j'ai décidé de faire un choix radical. J'ai donné tout ce que je possédais, j'ai pris la route, j'ai pris mon sac à dos et je suis partie en Inde. Et quand je suis partie dans la démarche de peut-être ne pas revenir et donc d'être dans une démarche vraiment de laisser partir tout ce que j'avais, toute la matérialité que j'avais et de partir dans cette espèce d'horizon inconnu où je ne savais pas jour après jour ce qui allait se passer. Donc j'ai vraiment débarqué, je ne savais pas où j'allais dormir la nuit, la première fois où je suis arrivée, puis ça a été comme ça pendant des semaines, des mois, j'ai voyagé longtemps. Et donc, j'ai vécu cette absence d'horizon ou au contraire, cet horizon infini devant moi, sans savoir où j'allais aller, sans savoir qu'est-ce que je ferais le lendemain, qui j'allais rencontrer, qu'est-ce que j'allais manger, où j'allais dormir. Et avec moi, je l'ai vécu vraiment comme une errance, en fait, qui était en fait une quête, mais comme si c'était une quête avec les deux faces de la même pièce, quête-errance, finalement. Et je cherchais, mais pourquoi je suis là? Quel est le sens, en fait, finalement? Qu'est-ce qui est réel? Je cherchais quelque chose de palpable, de réel, qui aurait été éclatant de vérité quelque part, quelque chose comme ça. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps. Alors, pour le coup, là, j'étais sur la planète Terre et donc il y avait de la matérialité, mais il y avait cette absence de temps, cette absence de temporalité, cette absence d'horizon, cette absence d'emploi du temps, d'agenda, cette absence de direction et juste écouter ce qui se présentait et partir du jour au lendemain et chercher un petit peu comment réanimer ou animer ou trouver la flamme un peu du vivant. Donc ça a été une expérience très forte. Et puis je suis ensuite revenue. Et c'est pendant cette expérience que j'écrivais déjà un petit peu, mais où je me suis mis à écrire beaucoup plus en profondeur et des histoires que je terminais et avec l'envie de les partager. Donc ça a été aussi déclencheur finalement de tout ce métier d'écrivain et tout cet amour des histoires que j'ai développé. Mais voilà, il y a eu vraiment ce moment-là, je l'identifie bien pour être en lien avec le roman, avec La demeure des Maorel, à une période justement d'horizon très vaste, d'errance, d'impalpabilité, de
quoi que ce soit de très tangible de ce que j'allais vivre ou être ou expériencer. Enfin, c'était vraiment... Et c'était une période comme ça. Donc, je fais un parallèle avec cette histoire-là, sur cette période-là de ma vie. Hmm. Et alors, si on revient au livre, La demeure des Marelles, euh, quel est le message ou les messages que tu avais envie de faire passer au travers de cette écriture de contes philosophiques? Alors, pour en dire un petit peu plus, donc ce monde est constitué donc de vent et d'eau, et on va y suivre trois personnages. Et donc, on y suit d'abord le personnage narrateur qui s'appelle Regard. Donc, Regard, c'est quelqu'un qui fait partie d'un petit peu une élite dans ce monde en survie. On les appelle les seigneurs et les dames de sage. C'est un petit peu des conteurs et les gardiens de la mémoire du temps d'avant. Donc, qui collectent toutes les histoires, qui ensuite vont les mémoriser, vont les garder. Et ces gardiens-là, ils vivent dans un phare gigantesque qui est un petit peu le seul endroit solide du monde. Mais ils sont envoyés en mission dans ce monde pour aller rencontrer voilà, les écumiers qui vivent sur l'océan, les éoliens qui vivent dans les airs, et leur transmettre un petit peu cet espoir, ces récits du passé. Mais alors, Regard, lui, c'est un homme très ambitieux. Il veut absolument raconter, un petit peu forger les mailles de la légende de demain. Il n'a pas du tout envie d'aller rencontrer les peuples, de leur transmettre ses connaissances, mais il est obligé de le faire. Il va se trouver pris dans une tempête sur l'océan il se trouve isolé de toutes les autres personnes qu'il connaît. Et comme c'est un homme qui ne sait pas pêcher, qui ne sait pas se débrouiller, il ne sait pas naviguer, il va mourir sur cet océan qui est sauvage. Il est absolument furieux de ça. C'était pas du tout la destinée qu'il pensait être la sienne. Et voilà qu'il va rencontrer en fait deux enfants à la frontière de l'adolescence. Ils ont une douzaine d'années, qui s'appellent Rennes et Venise. Et donc, il s'agit d'une fille de l'eau et d'un fils du ciel. Sachant que ce sont des peuples qui ne se rencontrent jamais, car elles vivent en parallèle. On a les dirigeables villes qui sont dans le ciel et puis les radeaux qui sont sur l'océan, mais ce ne sont pas des peuples qui peuvent se rencontrer. Mais là, de façon très étonnante, Regard se retrouve avec ce garçon et cette fille sur une embarcation bâtarde qui ont tout quitté pour partir à la recherche de la dernière île du monde, l'île de Sapia, qui serait la demeure des Maorels. Et en fait, du coup, Regard amarre sa barque à l'embarcation des enfants en disant, ils vont m'aider, ils vont me nourrir, ils vont m'accompagner. Et ces enfants commencent à lui raconter l'histoire de leur vie. Ça remonte avec des récits qui s'entrecroisent, des récits emboîtés. Et ces récits, en fait, cette histoire de la vie de Venise et Rennes, qui ont une vie assez rude, parce que la vie sur l'océan dans le ciel dans ce moment-là est assez rude, va bouleverser tout ce que cet homme croyait savoir du monde. Donc, on est avec un roman où on joue sur la mémoire, les convictions, le savoir, plus du mental, de la tête, que va représenter cet homme, toutes ces convictions-là et tout cet apprentissage du vivant, finalement, qui va lui être apporté, qui va lui être offert par la rencontre avec ses enfants et le témoignage, en fait, c'est vraiment un témoignage de ce que eux ont vécu et de ce qui les a portés. Donc, on parle beaucoup d'espérance dans ce livre. C'est vraiment une thématique, la thématique de l'espérance qui est centrale. On va parler de la relation aux autres. On va parler de l'amour au sens le plus large du terme, qui nous relie les uns aux autres. On va aussi parler des relations familiales parce qu'on va découvrir un petit peu les sphères familiales de Venise et Rennes à travers leur transmission et aussi l'absence de relations familiales en ce qui concerne Regard, qui lui est partie d'une communauté isolée, un peu comme ça, qui n'est pas liée à une famille ou à un peuple. Et on va être aussi beaucoup sur des notions d'acte de foi, qu'est-ce qui nous meut, c'est quoi la croyance? Est-ce que la croyance peut être faite chair? Est-ce que la croyance est une illusion? Euh, comment on vit, on avance avec les autres, avec soi-même, dans un monde qui est rude? Qu'est-ce qu'on subit? Et où est-ce qu'on peut reprendre une puissance sur sa propre vie, même dans des conditions qui nous paraissent très difficiles? Et ça, je pense que ce sont des thématiques qui nous concernent tous et toutes dans notre monde aujourd'hui. On traverse tous des traversées différentes, enfin des Hmm. épreuves différentes, mais on en a tous. Il y a des choses autour de nous qui sont effrayantes, qui sont pas compréhensibles, qui sont pas faciles. Et comment est-ce qu'on peut reprendre notre propre puissance face à ce que l'on rencontre, aux épreuves que l'on vit? Quelle est notre marge d'action? Et moi, je crois, à titre personnel, que la marge d'action intérieure, elle est immense, puisqu'on peut semer en soi l'émerveillement, la créativité, on peut semer des graines de lumière, on peut semer l'espérance, mais ça s'entretient et ça vient pas forcément tout seul.
et si on le fait, on va manifester dans notre vie des choses très différentes. Et donc ce roman, il raconte ça aussi, cette façon de manifester, même dans un monde difficile, une croyance qui nous porte. Hmm. Et alors, si on revient à toi, ton histoire de vie, comment tu sais si tu es bien sur ta voie ou si tu dévies de ta voie? Comment je sais si je suis bien sur ma voie ou Oui. si je devine ma voie? C'est vraiment une écoute, hein. C'est une écoute, je pense que de toute façon, quand on est sur une voie qui est ajustée pour nous, on a un élan qui nous porte. On sent vraiment presque un mouvement, là, je fais même physiquement un mouvement du corps et on sent dans l'extérieur, dans tout ce qui arrive, un enchaînement, un emboîtement, une fluidité, en fait, de la vie qui nous porte, qui nous emporte, qui nous meut, qui est vivante en nous. On est vibrant, en fait. Et quand on est soit pas dans une bonne direction, soit on a des choses en nous qui ne sont pas encore résolues, des schémas racines qui nous bloquent, enfin, 1000 choses différentes, hein, qui peuvent, se mettre en travers de notre fluidité intérieure, on va dire. On le sent par, des résistances, par, des choses qui ne fonctionnent pas. On a beau essayer, 10 fois de faire quelque chose, ça ne marche pas. Voilà, tout nous semble nous résister, le monde semble être contre nous, on semble jouer de malchance, toutes ces choses-là. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté et est-ce que c'est qu'on n'est pas dans la bonne direction? Est-ce que c'est qu'intérieurement, on a des endroits à travailler, à défaire, à illuminer aussi, pour, éliminer nos ombres pour finalement, ou les faire fondre ou les mettre en lumière ou créer une paix avec? Enfin, il y a vraiment une écoute, je pense, voilà, de la force vibrante en soi et de ce qui est fluide et de ce qui ne l'est pas. Alors, c'est un peu théorique ce que je dis dans le sens où c'est pas très pragmatique comme voilà, comme, perception, mais j'essaie de beaucoup écouter ça personnellement, pour me dire: «Est-ce que là, ça je vais dans le bon sens?» Par exemple, quand je suis partie comme ça en Inde, mais en fait, rien ne semblait avoir de sens. C'est pas tant qu'il y avait des blocages physiques dans le sens où je faisais mes études, ça se passait bien, mais intérieurement, heu, tout semblait dense et peu vrai et toute cette sensation me disait: «Mais en fait, je ne suis pas dans le vivant, je ne suis pas dans la fluidité, ce n'est pas par là». Et donc à ce moment-là, c'est ça qui fait qu'on essaye des choses, on ne trouve pas forcément du premier coup, mais en tout cas, on peut chercher une autre voie, une autre direction, où quelque chose en nous va s'éveiller, va vibrer, va être plus fluide. Je ne sais pas si je réponds à ta question ou si je Oui, suis oui, un si, peu si, je comprends bien. Ça veut dire en fait que c'est important de revenir au corps et à ce qui s'y passe dedans et pas juste être dans l'air et dans oui. ces navires de l'air où finalement tu sais plus trop où tu vas, quoi. Il y a vraiment cette idée d'être à l'écoute, à l'observation de ce flux, de ce sentiment intérieur qui va te donner, te dire si tu es sur la bonne direction, quoi qu'il se passe autour en termes de chaos, de mouvements difficiles ou quoi que ce soit. C'est ça que tu veux dire? Oui, complètement. Et puis de toute façon, on dit souvent, enfin, la voie centrale, c'est la voie de l'équilibre, hein, c'est la voie du Tao. C'est vraiment cet endroit où finalement, à la fois, effectivement, le corps, la matière, c'est un super indicateur. De toute façon, nos cellules, notre corps, ils ont des informations bien avant que nous, on les conscientise ou même quand des fois, on ne les conscientise pas. Donc, il y a une sagesse du corps qui est incroyable. Mais ça va être cet équilibre, si on joue sur les sphères élémentales, un équilibre entre la matière, le corps, entre l'esprit, l'air, entre le feu qui est la force vibrante de vie, tout ce qui est énergie, et puis entre l'émotionnel, toute la sphère émotionnelle est très importante aussi. Donc là, on est sur l'eau, et c'est vraiment l'équilibre et la part donnée à chacun de ces éléments dans notre vie en nous qui va faire qu'à un moment donné, ben, tout fonctionne et vibre et est fluide. Et quand ça ne l'est pas, c'est que quelque chose n'est pas à sa place. Mais de toute façon, un balancement est toujours fait de contrebalancement ou de chute ou de voilà. Donc ça, c'est normal. Enfin, il n'y a pas justement, on est dans le contraire, on est dans le mouvement. Le mouvement étant le contraire de tout ce qui est stagnation, tout ce qui est rigidité, sidération, où là, effectivement, rien ne se meut, rien n'est vivant et dans ces cas-là, ben, en fait, c'est pas bon non plus, quoi. Donc pour être dans le mouvement, bah, des fois, on se déséquilibre et c'est pas grave. Je pense qu'une des choses les plus importantes que j'ai peut-être, pu apprendre, c'est pas un problème de chuter, c'est pas un problème de rater des choses, c'est pas un problème d'échouer. Ce qui est important, c'est de savoir comment on se relève, d'oser même si on risque de rater des choses, mais d'oser, et d'essayer des choses et d'aller vers ce qui nous appelle, sans aussi être pris dans trop de peurs ou trop d'excuses, même s'il y a toujours des peurs, mais les peurs, elles ont le droit d'être là. C'est plus, un problème quand elles nous empêchent de vivre. Mmh. Hmm.
Alors, j'ai compris que tu avais une fibre créative hyper importante du simple fait de ce métier de conteuse, finalement, de raconter des histoires et de faire passer des messages autour de ça. Donc, est-ce que ça veut dire que tu as aussi conscience de cet aspect du créateur-créatrice en toi, comme Oui, étant actrice de ta vie? C'est ça qu'on peut comprendre? oui, complètement. Mais alors, la créativité, ça m'intéresse énormément. Donc, effectivement, j'écris des histoires. J'ai aussi créé des tableaux photographiques pendant un certain nombre d'années. Et puis, je travaillais du coup à ce moment-là avec des modèles que je prenais en photo. On faisait des mises en scène créatives. Enfin, là même avec mes histoires, je travaille aussi avec des co-créateurs. La demeure de Morel est magnifiquement illustrée par Anouk Faure, qui est à la fois qui est une illustratrice, mais qui est une graveuse également, qui est aussi une écrivaine. Voilà, regardez là, comme c'est beau ce qu'elle dessine. C'est absolument fabuleux. Et donc, on est vraiment à quatre mains sur ce projet avec sa plume va venir, son pinceau qui va venir vraiment me donner ses couleurs, magnifier l'histoire. C'est absolument incroyable. Et j'adore ces collaborations artistiques. Je travaille aussi avec d'autres illustrateurs, avec une musicienne. Et on est dans la créativité. Regardez ça. C'est C'est ça. magnifique, hein. C'est Ouais. magnifique. Alors, Donc, je c'est absolument dévoile pas tout magnifique. parce que mais c'est vraiment un livre magnifique, oui, où on sent bien qu'il y a cet aspect créatif qui se relie. Oui. Oui, bah, plus de 50 illustrations couleurs dedans. Et puis, c'était un grand travail aussi de mise en page, de communication entre le texte, les images, tout ça. Donc oui, la créativité, pour revenir à ta question, je pense elle est centrale. C'est à la fois quelque chose qui est un flux et quelque chose qui est un muscle. Donc ça se travaille aussi. Et c'est quelque chose qui nous en puissance dans notre présence au monde, dans notre contribution au monde. Et oui, je crois beaucoup, beaucoup à ça. D'ailleurs, on parle d'Anouk Faure, mais avec Anouk Faure, on a un autre projet qu'on porte depuis des années, qui est un oracle sur la créativité. Un oracle en 52 cartes qui fonctionne un peu comme un tarot, c'est-à-dire que du coup, on peut vraiment construire des tirages en plusieurs cartes assez précis qui répondent à des questions créatives. Par exemple, quels sont les piliers créatifs sur lesquels je vais m'appuyer pour tel projet? Là, j'ai un blocage, comment puis-je le dénouer? Voilà, quel est l'avatar créatif que je peux incarner ce mois-ci pour m'aider dans mon projet. Enfin, et donc, c'est vraiment un outil de dialogue avec sa créativité qui permet vraiment de mettre en lumière plusieurs de ces aspects créatifs et de leur parler et de leur donner la voix finalement pour qu'ils puissent, eux, nous dire un petit peu où ils sont, comment on peut faire. Et on construit cet oracle depuis des années qui paraîtra prochainement aussi aux éditions de Lotus et l'éléphant. Et donc là aussi, on est vraiment dans même un outil sur la créativité même, donc qui va s'inspirer de parcours de plein de créateurs avec qui j'ai échangé au fil du temps et de ces études des mécanismes de la créativité qui sont fascinants, puisque finalement la créativité, c'est pas autre chose qu'un moteur de vie, c'est pas autre chose qu'un flux, qu'une énergie qu'on modèle et qui va après prendre forme sous les images, les couleurs d'une création particulière, quelle qu'elle soit, hein, parce qu'une création, ça peut être une peinture, un livre, une pièce de théâtre, ça peut être une recette de cuisine, ça peut être, voilà, quelque chose qu'on bricole avec un brin d'herbe. Enfin, la création, c'est hyper vaste et quand on est dans l'acte de créer, on nourrit quelque chose, du sacré en nous, de la connexion au vivant, de la connexion à la source, de la connexion à tout ce qui est. Donc oui, c'est vraiment un thème que je trouve absolument fascinant. Mm. Oui, je te rejoins tout à fait, c'est-à-dire que j'adhère vraiment à l'idée que nous avons cette partie du créateur-créatrice qui est là pour créer des choses et quand on crée plus rien, c'est là où on sent qu'on se referme, qu'on se replie sur soi. Alors super et félicitations pour ce beau projet à venir. Et tu as parlé de l'avatar créatif. Qu'est-ce que tu mets sous ce terme-là? Qu'est-ce que c'est pour toi un Alors, avatar créatif? Alors, c'est parce qu'en fait, dans ce jeu, c'est un jeu où il y a 12 avatars et 40 aspects. C'est une structure du jeu. Et les avatars, il y en a plusieurs. Le premier, notamment, c'est la muse impératrice. Donc, la muse impératrice, elle représente notre part créatrice. Donc, vraiment, la part en nous qui est la pure création incarnée, on va dire. Et il y a d'autres avatars qui vont représenter comme si on prenait des costumes du créateur qu'on a à un moment donné. Par exemple, la messagère couronnée, c'est elle qui va porter les créations dans le monde. Le scribe cosmique, c'est lui qui a vraiment les mains dans la matière créative. Enfin, c'est vraiment des manteaux, en fait, du moment de la créative ou de la création, pardon, ou du créateur
qu'on va endosser à un moment donné du processus créatif. Et la muse impératrice, elle va vraiment être l'avatar suprême qui symbolise la créativité. On a même un tirage, on sort la muse du jeu et on lui parle en lui donnant la parole, en disant, OK, est-ce que tu pourrais me donner telle information, telle information? Et à ce moment-là, on sort presque de nous la part créative par rapport à toutes les autres parts qui nous constituent pour lui la mettre en valeur, lui donner la parole. Donc oui, il y a ces liens-là avec le créateur, la créatrice de la création. Comment est-ce qu'on est soi-même créateur de sa vie, créateur de tout son process? Parce que quand on crée des choses artistiques ou autres, enfin, on se crée soi-même dans le processus. En tout cas, ça donne envie, hein, siècle. Tant mieux. Vivement qu'il arrive, cet oracle, à mon avis, ça devrait bien fonctionner. Et dans ce processus de créativité, justement, est-ce que toi, tu veux bien nous partager quel est ton mécanisme de créativité? Parce qu'on voit bien qu'il y a des stratégies de créativité vraiment diverses et variées. Je pense par exemple à la stratégie de créativité de Walt Disney. Il va pas fonctionner de la même manière que la stratégie de créativité quand ils ont décidé de créer la Twingo il y a très longtemps pour changer un peu le modèle. On peut bien comprendre qu'on a chacun et chacune une stratégie de créativité, des mécanismes. Et si on revient au livre, par exemple, est-ce que tu peux nous décoder ton mécanisme de créativité pour arriver à une finalité telle que ce livre, par exemple? Bah, oui, oui et non, c'est-à-dire qu'il y a toujours un côté un peu mystérieux, mais de la façon dont je pourrais le décrire, c'est un processus vraiment qui joue de la balance, encore une fois, dans le sens où on est à la fois avec quelque chose qui va demander beaucoup de discipline, de la structure, du mental et beaucoup d'intuitif. Et c'est la façon dont les 2 vont se combiner qui va faire que ça fonctionne. Mais pour les histoires, plus spécifiquement, je dirais qu'il y a une terre d'inspiration qui est partout autour de nous. J'aime bien dire souvent les histoires, comment ça arrive? Tout le monde demande aux écrivains tout le temps, d'où vous viennent cette histoire? Pourquoi cette histoire-là? Pourquoi vous racontez ça? Et ben, j'aime dire souvent que c'est comme si on avait une tapisserie qu'on va tisser et en fait, les fils, ils viennent de 1000 endroits différents. Ça peut être, j'ai voyagé, j'ai vu telle couleur ou juste telle scène dans la rue qui m'a frappée et puis là, j'ai eu une telle discussion avec tel ami et là, j'ai lu, quelque chose dans une autre histoire qui m'a marquée. J'ai vécu une expérience personnelle bouleversante. Un millier de choses différentes et ça vaut autant pour les décors qu'on peut imaginer que pour les histoires que l'on raconte et pour les personnages que l'on crée. Et donc il y a toutes ces choses-là qui forment comme une espèce d'immense palette de peinture et vient un moment où il se passe quelque chose un petit peu magique où plusieurs des fils principaux, parce qu'il y a des fils principaux, secondaires, tertiaires, etc., tout, vont se connecter. Il va y avoir une petite décharge d'électricité comme ça, et on va sentir la naissance d'une entité histoire, de quelque chose qui dépasse justement toutes ces nuances de peinture différentes, ces nuances de créativité, et qui va prendre forme en fait, et quelque chose va, enfin moi je vais presque le sentir physiquement, je vais sentir qu'il y a quelque chose qui existe même si je ne l'ai pas encore détricoté, même si je ne sais pas ce qu'il y a dedans, enfin, je sais déjà certaines choses, mais qui est vivant. Et à partir de là, je vais me dire, ah, là, j'ai une histoire qui arrive. Et après, ça va être assez rigolo, mais c'est un peu mon processus avec ma créativité. Je vais me dire, où en suis-je maintenant? Ai-je de la place pour cette histoire? Alors déjà, dans mon emploi du temps, est-ce que j'ai de la place pour toi maintenant? Et si j'en ai pas pour toi maintenant, est-ce que tu es prête à attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans? Et en fait, je dialogue un peu avec cet embryon d'histoire qui est là et lui dire voilà est-ce qu'on peut faire un deal ensemble ou pas? Parce que une histoire, elle va se présenter ou une histoire ou des thématiques ou une forme peut aller se présenter à plusieurs créateurs en même temps. Et donc à un moment donné, est-ce qu'on met sa propre matière créative, son énergie, son temps, ses ressources au service de cette histoire ou pas? Sachant que j'ai toujours l'impression, moi, de prendre des engagements, de faire des deals avec des histoires. Il faut du coup que j'ai la disponibilité pour m'en occuper. Et au bout d'un moment, quand j'en ai beaucoup qui se présentent, il faut faire des choix. Donc j'arrive à un processus comme ça. Et ensuite, bon, quand je me mets sur une histoire, c'est différent pour chaque histoire parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes exigences ou les mêmes natures. Je peux avoir des histoires qui vont être des séries en plusieurs tomes, d'autres qui vont être un album jeunesse, c'est beaucoup plus court, un roman illustré, c'est encore autre chose. Donc il y a des exigences propres, mais ensuite, il va y avoir vraiment cette écoute de où est-ce que veut aller l'histoire, quelles sont ces grandes thématiques, quels sont ces grands axes. Donc, je vais écrire un petit peu une structure que j'imagine être la direction. Et c'est un peu comme si à ce moment-là, je lançais une flèche d'énergie dans une direction avec
un canevas d'énergie dessus. Mais ensuite, ça doit pas être figé. C'est quelque chose qui s'imprime en direction, comme ça. Et je vais commencer à travailler et écrire, par exemple, le début de l'histoire. Et au fur et à mesure où j'avance dedans, en fait, de nouveaux éléments s'invitent que je n'avais pas prévus, des choses se remodèlent. Et à ce moment-là, à un moment donné, quand j'ai suffisamment avancé, je vais faire une pause et je vais reprendre mon schéma énergétique là, et puis je vais le corriger en fait, pour qu'il se remette, qu'il se réaxe dans la destination, dans la direction de ce qui a été créé, donc de ce qui a déjà été ancré dans la matière. Et là, clac, je reprojette une autre flèche d'énergie et qui a bougé un peu forcément. Et je constate maintenant, j'écris aujourd'hui quand même un certain nombre d'histoires, donc j'en ai 3 qui sont publiées, mais j'en ai d'autres à venir et j'en ai plusieurs écrites aussi en avance, que en fait l'histoire déjà sait où elle va et qu'il y a des grands éléments centraux restent. Mais la chair autour de l'histoire s'articule. Donc, il y a quelque chose comme ça. Et là aussi, on est dans un équilibre entre écrire, c'est long. Dessiner, c'est long aussi. Mais si je dessine quelque chose, j'ai quand même bon espoir dans quelques heures ou en quelques jours l'avoir terminé. Écrire un roman, c'est plutôt quelques mois, parfois quelques années. Enfin, ça dépend de comment on travaille, de de Mm. travail qu'on met, de l'exigence du projet. Mais c'est très long. Donc, en fait, on n'en voit pas du tout la fin tout de suite. Et il y a plein de couches de travail. Donc, il faut, en fait, être dans une discipline quotidienne, très régulière de travail et en même temps se faire traverser par l'intuition, se traverser par l'imprévu, par la couleur intérieure de l'histoire, tout ça. Donc, j'essaie vraiment d'axer cette discipline et cette intuition, cette présence et cette pensée, cette intuition et là pour le coup, je vais créer un système de magie complexe dans un livre, par exemple, il va falloir que je connaisse tous les petits détails et ça, c'est le mental. Mm. Mais le flux émotionnel, ça, c'est autre chose, c'est intérieur. Donc, c'est jouer sur tout ça, processus créatif, et pas oublier que c'est un muscle aussi qui a des jours sans, mais que justement, le muscle permet d'aller les jours où il y a moins la grâce, en fait, et c'est très utile aussi. Donc il y a vraiment ces équilibres-là et cette pratique de la créativité voilà, qui se fait au quotidien. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout cas, j'étais dans des choses du processus créatif. Si, si, tout à fait. Et j'adore ta manière de présenter ton propre processus créatif. Et ce que j'aime bien, que envie de mettre en avant, c'est le fait que tu relis, bon, bien sûr, l'intellect, la construction, le côté plus rationnel, mais que tu le relis au-delà du flux émotionnel au flux énergétique. Et je trouve que là, ça prend une autre ampleur, en fait. Comme tu dis, je lance une flèche énergétique, je la réaligne et tout. Et il y a comme un flux qui va et qui vient, en fait, dans ce que tu racontes et que je trouve très intéressant. Oui, ben, je ne sais pas comment ça se passe pour toi, mais moi, j'ai ressenti que quand je fais quelque chose que j'écris quelque chose qui est que mental, entre guillemets, en fait, c'est pas habité. Ça peut se tenir autant qu'on veut, ça peut être logique, avoir deux pieds, deux mains, enfin, mais voilà, mais c'est pas habité. Et une histoire, elle va rentrer en résonance avec les gens quand elle est habitée. Et là, il y a quelque chose du domaine, effectivement, je parle d'intuitif, d'énergétique, mais de grâce, de reliance, enfin, quelque chose d'autre, de vivant qui se meut dans l'histoire. Et ça peut pas se construire juste par le mental. Le mental, il doit créer en fait la maison, l'accueil qui permet à l'histoire de venir vibrer à l'intérieur. Et c'est nécessaire parce que si on ne crée pas de structure, l'histoire, elle peut nous traverser, mais on ne pourra pas la communiquer à travers un écran de papier et des mots et tout ça. Donc on a besoin c'est très utile ce mental, tout ça et tout, mais il faut pas oublier, c'est souvent des confusions qu'on fait, hein. Le mental, l'intellect, ça, c'est au service de l'être. Et c'est la même chose pour l'histoire. Finalement, toute la construction elle est au service de quelque chose qui va vibrer avec l'énergie de la personne, avec l'aide de la personne et aussi en passant par le flux d'émotionnel qui est un puissant vecteur en fait Mm. de rencontres. En tout cas, merci pour ce partage, Siècle. Et je trouve que les mécanismes de créativité ici sont axés dans ce que tu as partagé par rapport à une histoire et à un livre, mais c'est tout à fait transférable dans d'autres aspects de créativité de la vie. Donc, essayez de modéliser, enfin, ou de prendre cet exemple et puis de l'appliquer à des projets, à des choses comme ça. Regardez ce que ça donne. Je trouve que c'est toujours intéressant de vivre des expériences sur le terrain, sur son propre terrain, avec sa propre histoire de vie finalement. Siècle, on arrive à la fin de notre émission. Alors j'aime bien la fin, laisser la parole pour un message. Quel message tu aurais envie
voilà, de partager avec tous ceux, les amis qui nous écoutent et toutes celles qui nous écoutent. Alors, le message improvisé du moment. Non, je dirais que pour être en lien avec tout ce qu'on a évoqué durant cet appel, et je te remercie encore une fois de ton accueil, de tes questions, de ton écoute, de cet espace que tu me donnes, c'est très précieux. Je dirais justement sur la créativité, ne pas hésiter à expérimenter. Il y a des grands principes créatifs, énergétiques qu'on retrouve un peu partout, mais il y a aussi énormément d'expériences propres. Et l'important, c'est de trouver ce qui nous correspond à nous, finalement, et de pas hésiter à s'amuser, à aller chercher la joie dans l'expérimentation créative, qui est une fin en soi, parce que l'acte de créativité, indépendamment de son résultat, que ce soit une peinture, un roman, encore une fois, une recette de cuisine, mais l'acte créatif nous nourrit profondément, nous révèle à nous-mêmes, nous forge, voilà, nous fait pétiller du vivant, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut se retrouver partout, se conjuguer à toutes les sauces. Il n'y a aucune question de légitimité, de savoir-faire, d'études, de quoi que ce soit qui fait qu'on est légitime ou pas à créer. Tout le monde l'est. C'est vraiment j'allais dire, un droit de naissance, une puissance intérieure, finalement, et qu'il nous appartient par contre de laisser dans un petit tiroir parce qu'on s'en occupe pas, ou de faire rayonner, d'entretenir, de planter. C'est comme un potager géant. Enfin, vraiment, il y a énormément de possibilités. C'est immense le potentiel créatif en chacun et en chacune. Donc voilà, si vous qui nous écoutez, vous nous avez écoutés jusqu'ici, bah, n'hésitez pas à embrasser cette force créatrice sous la même toutes les rayons, toute la lumière, toutes les couleurs, toute la palette qu'elle a, et à la déployer en vous et dans le monde autour de vous. Merci beaucoup, Siècle, pour ce bon moment d'échange. Je vous remets la couverture, donc c'est écrit à l'envers, mais La demeure d'Emma Aurel aux éditions Le Lotus et l'éléphant. C'est vraiment un beau cadeau à se faire, que ce soit pour soi-même ou pour les gens qu'on aime et les proches, pour partager en même temps cette histoire et puis que ça donne des pistes de réflexion, des graines qui soient plantées comme ça et qui réconfortent. Je vous souhaite de passer une belle journée ou une belle soirée au moment où vous verrez cette émission. Merci encore 10 000 fois, Siècle, pour ta présence. Merci à vous pour votre présence également. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine fois. Gros bisous.